Quel est le lien entre le petit déjeuner typique américain, l'intervention de la CIA au Guatemala et ce groupe de jeunes femmes qui s'allument une cigarette au cœur du New York des années 20 ? Il faut savoir que dans les années 20, aux États-Unis, il était très mal vu pour une femme de fumer, aussi bien en public qu'en privé. Fumer était alors réservé aux hommes, surtout depuis leur retour de guerre, ou aux filles de joie. Mais le problème, c'est que lorsque l'on sexualise un produit, on n'exploite que 50% du marché disponible. C'est pour ça qu'en 1929, George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, décide de faire appel à un homme dont vous devriez retenir le nom. C'est Edward Bernays. Bernays est né en 1891 en Autriche, avant d'aller vivre avec sa famille aux États-Unis. Lorsqu'il grandit, il entend beaucoup parler du mari de la sœur de son père, qui est également le frère de sa mère, son tonton donc, qui n'est d'autre que Sigmund Freud. Bernays grandit avec l'aura de tonton Freud, qui est en train de bouleverser la psychologie. Mais c'est vers le journalisme que se dirige le jeune Edward, jusqu'au jour où il comprend quelque chose qui va bouleverser sa vie, l'Amérique et à vrai dire, l'Occident, et plus encore. Et tout ça ne part que d'une simple pièce de théâtre. À 21 ans, Bernays travaille pour une revue d'un ancien camarade, The Medical Review of Reviews. Il y fait alors une critique dithyrambique d'une pièce de théâtre française, Les Avariés d'Eugène Brieux. Une pièce qui traite durement le cas d'un homme qui a contracté la syphilis, le cache à sa femme et met au monde un enfant syphilitique. Une œuvre qui a déjà connu la censure quelques années auparavant en France. Le thème est sérieusement tabou et risque de ne pas plaire à l'Amérique conservatrice. Mais Edward apprend qu'un célèbre acteur de théâtre, Richard Bennett, souhaite adapter cette pièce. Bernays prend alors le pari. Face aux difficultés de produire une telle œuvre, il annonce à l'acteur que lui va s'en charger, qu'il trouvera ses fonds et fera jouer cette pièce. C'est alors qu'il met un premier pas dans le retournement de l'opinion populaire. Pour faire de ce thème tabou une force, Bernays va instinctivement essayer d'influencer les influenceurs de l'époque. D'abord, il fonde le Sociological Fund Committee, une fondation pour l'étude sociologique des maladies qu'il lie à la revue pour laquelle il travaille. Une revue sérieuse et à la mission pédagogique et médicale reconnue. Ensuite, il va se servir de l'influence de Richard Bennett pour attirer d'autres célébrités qu'ils vont à leur tour investir dans cette fondation et eux-mêmes attirer d'autres célébrités et personnes influentes, et ainsi de suite. Et la première mission de cette fondation sera de financer la pièce de théâtre que Bernays va vendre comme une œuvre d'utilité public de la plus haute importance. Une sensibilisation populaire au danger de la syphilis soutenue par une figure d'autorité sérieuse qu'est la revue médicale. C'est ainsi qu'il réussit à produire cette pièce qui fut un succès populaire et critique, soutenue par l'élite américaine. Parmi eux, on retrouve un certain John Rockefeller, premier milliardaire américain et symbole du self-made man, ou encore l'ancien sénateur démocrate de l'État de New York, futur président des États-Unis, Franklin Roosevelt. En créant une entité tierce, apparemment sans lien avec le théâtre ni avec la politique, mais une fondation médicale, et en jouant sur des jeux d'influence, Edward Bernays a réussi à rendre populaire un sujet tabou, couvert de honte et de silence. C'est à cet instant que la véritable carrière d'Edward Bernays va débuter. Pendant quelques années, il va continuer dans le milieu du spectacle en affinant ses méthodes. Il s'agit essentiellement de jouer sur les influences et de ne pas vendre un produit en lui-même, qui est parfois imbitable pour l'américain lambda, mais un point particulier, quelque chose de compréhensible pour tous, qu'il va soumettre à la presse par exemple, et non directement au public. Des méthodes aujourd'hui courantes, mais qui à cette époque étaient en train d'être théorisées par Bernays. Fort de cette influence sur le peuple américain, Bernays est alors engagé en 1917 pour faire partie de la commission Krill, une unité de propagande, avant que le terme soit péjoratif, mise en place par le gouvernement pour retourner l'opinion populaire en faveur de l'effort de guerre. Oh, vous connaissez sûrement l'un des résultats les plus célèbres de la commission Krill. Après la guerre, Bernays ouvre alors son cabinet de ce qu'il va nommer les relations publiques, une sorte de conseiller en communication entre le citoyen et une marque. Il part du principe de ce qu'il nomme le gouvernement invisible. C'est un véritable jeu d'influence, quel que soit le domaine. Son idée est de chercher qui influence les influenceurs, quelle personne est observée, à qui l'on se fie, pour qu'un simple geste de celle-ci en influence par effet domino des milliers voire des millions d'autres. C'est ainsi que lorsqu'un industriel américain du velours demanda à Bernays comment remonter les ventes de son tissu passé de mode, Edward alla jusqu'en France pour convaincre des tisserands lyonnais que le velours serait la nouvelle tendance. Du tisserand lyonnais au styliste parisien qui inspire des magazines de mode français respectés et suivis aux États-Unis, pour finalement atterrir dans les carnets de commandes de l'industriel américain qui fit appel au service de Bernays. Et des travaux du genre, on peut en citer une palanquée. Convaincre des architectes d'intérieur de créer un espace dédié au piano dans des maisons pour booster les ventes de pianos. Convaincre des médecins de renom de publier des études sur les bienfaits d'un bon petit déjeuner pour le compte d'un vendeur de bacon. Oui, c'est de Bernays que vient le fameux petit déjeuner américain. Mais l'un de ses coups d'éclat fut lorsqu'en 1929 vient le consulter George Washington Hill, président de l'American Tobacco Company, avec cette question. Comment faire fumer les femmes et conquérir les 50% de marché restants? So I called up Dr. Brill, who was the
one of the great disciples of my uncle Sigmund Freud, and I asked him what cigarettes meant to women. And he answered very quickly, cigarettes are torches of freedom to women. They want to smoke to dramatize man's taboo against women by not permitting them to smoke. And that's why they want to smoke. And then he added as an afterthought, and they titillate the erogenous zones of the lips. Bon, ça vaut ce que ça vaut, le fait est que ça a donné à Bernays une idée. Faire de la cigarette le symbole de l'émancipation féministe. C'est le 31 mars 1929 que Bernays va faire son coup d'éclat. Comme chaque année, pour Pâques, une grande parade est organisée à New York, réunissant la ville, des animations et beaucoup de journalistes. Certains journalistes influents avaient reçu une information en particulier. Il allait se passer quelque chose avec les suffragettes. C'est un mouvement militant féministe de l'époque. Évidemment, cette information ne sort pas de nulle part. C'est Bernays qui leur a donné. Plutôt, Bernays a recruté un groupe de jeunes femmes, à qui il a dit de cacher sur elles un paquet de cigarettes, et au moment venu, il faudrait les allumer fièrement. Alors, passant devant les journalistes, les jeunes femmes, parmi lesquelles se trouvait même Bertha Hunt, la secrétaire de Bernays, qui devait donner le signal, sortirent une cigarette et fumèrent fièrement. Hunt déclara même aux journalistes que l'idée lui était venue lorsqu'un homme lui demanda d'éteindre sa cigarette, car ça le gênait. « Nous avons décidé qu'il était temps de faire bouger les choses », déclara Bertha. Et le lendemain, cet événement fit parler dans la presse nationale. Le Times a titré « Un groupe de jeunes femmes s'allume des cigarettes en signe de liberté ». Les cigarettes sont devenues, comme l'ont titré les journaux, les torches de la liberté. Et en l'espace d'une année, il est devenu acceptable pour une femme de fumer dans les lieux publics. To my surprise, within 6 weeks, on their own, without any intercession on my part, the League of Theatres, which had a ban on women smoking in the smoking rooms under the orchestras of every good theater in New York, lifted the ban and women were allowed to smoke. Hills et Bernays ont continué à collaborer pendant quelques années, continuant à cibler aussi bien les hommes que les femmes pour voir les ventes de cigarettes s'envoler prodigieusement. Se servir d'une cause sociale pour vendre un produit. Le pouvoir de Bernays sur l'ingénierie du consentement n'est plus à démontrer. Et jusque-là, je ne parle que d'influence sur le domaine industriel. Mais Bernays a également mis le pied dans la politique, que ce soit en tant que conseiller que pour des campagnes de propagande beaucoup plus sombres. In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism. Fighting ends in Guatemala. These rebel troops, backed by air power, have compelled the ousting of Guatemala's pro-communist regime. So now that you've seen where bananas come from before they reach your table, our journey to Banana Land is ended. We hope you enjoyed the trip. We know you like bananas. Lorsqu'en 1951, Jacobo Arbenz est élu président du Guatemala, il poursuit le projet de réforme du pays de son prédécesseur. L'idée étant de rebooster l'économie et les avancées sociales. Les Guatémaltèques voient naître un système de sécurité sociale, un code du travail avec entre autres la naissance des syndicats, l'égalité des salaires hommes-femmes, la semaine de 40 heures, une véritable petite révolution. Mais l'une des réformes ne va pas plaire à tout le monde. Votée à l'unanimité au sein du gouvernement guatémaltèque, elle veut exproprier certaines latifundias. Ce sont des terres souvent héritées appartenant à l'oligarchie de l'époque et principalement exploitées par quelques grosses compagnies. L'idée est donc de récupérer une partie de ces terres, celles en friche, pour les redistribuer à 100 000 familles de paysans sans terre accompagnés d'un crédit d'aide au développement, histoire de relancer et moderniser l'économie agricole du pays et pourquoi pas se hisser au rang de l'économie mondiale. Les propriétaires expropriés avaient alors une indemnité en bon d'état. Seulement, une partie de ces terres appartenait à la United Fruit Company, une firme nord-américaine qui exploite les bananeraies de l'Amérique centrale et jouit donc de ses latifundias. Que vient faire cette histoire dans celle de notre cher Edward Bernays ? Eh bien, la United Fruit Company va faire appel à ses services pour lancer une campagne de dénigrement du gouvernement guatémaltèque pour 100 000 $ de l'époque, l'équivalent aujourd'hui de 900 000 billets verts. Il inonde alors les rédactions de communiqués de presse en faveur de la United Fruit, de son importance économique pour les États-Unis, mais également de communiqués alarmistes et parfois mensongers sur le gouvernement guatémaltèque et la montée dangereuse du communisme dans la région. Pour rappel, nous sommes en pleine guerre froide. On retrouve alors de grands journaux nationaux jouant le jeu de Bernays, comme le New York Times, l'Herald ou le Time.
Bon, bien évidemment, pour en arriver à une telle propagande, tout ne se joue pas qu'entre les mains de Bernays. Les journaux en question sont assez proches de la United Fruit, une compagnie également très proche du gouvernement américain. Pour exemple, John Foster Dulles, l'un des actionnaires de la firme, était également secrétaire d'État, et son frère Allen Dulles, directeur de la CIA, est lui aussi actionnaire de la United Fruit Company. Autrement dit, toutes les conditions étaient réunies pour qu'en 1954, la série d'opérations de la CIA nommée PB Success, ayant pour but de former une petite armée guatémaltèque censée renverser le gouvernement, atteigne son but, et qu'un coup d'État ait pour conséquence d'annuler les réformes privant la United Fruit Company de ses terres sud-américaines tout en renversant un gouvernement pourtant élu démocratiquement. Alors bien sûr, Bernays n'a été qu'un rouage de quelque chose de plus grand, mais son rôle essentiel dans cette histoire a été de faire en sorte que la population américaine accompagne et soutienne son gouvernement face au dangereux Guatemala, alors en pleine intégration mondialiste. Bernays est le père d'une nouvelle propagande, les relations publiques. À l'époque où la psychologie sociale était vue comme quelque chose de farfelu, il a su utiliser ses avancées pour comprendre l'esprit des foules et développer une véritable ingénierie du consentement. Aujourd'hui encore, son aura plane sur l'Occident, aussi bien sur le quotidien de bon nombre d'entre nous que sur des méthodes théoriques de compréhension des influences. Avec son livre Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie, il apparaît comme un Machiavel moderne, offrant au roi d'aujourd'hui sa propre version du prince adapté à la démocratie. Un recueil discret dans l'ombre et pourtant à la portée de tous.